Je vais laisser maintenant la parole à un opérateur de la mer, à un grand monsieur qui gère la sécurité maritime au sein d'une grande compagnie. Il s'appelle monsieur Olivier Texier. Monsieur Olivier Texier, vous êtes adjoint au vice-président en charge des questions de sécurité, sûreté et environnement au sein du groupe CGM. À l'issue d'une carrière d'officier au sein de la Marine nationale, vous avez rejoint le groupe CMA-CGM au sein duquel vous avez assuré de nombreuses fonctions relatives à la sécurité et à la sûreté, notamment en tant que CSO, hein, Company Security Officer et Fleet Manager. Vos fonctions actuelles vous conduisent à superviser une flotte d'environ 110 conteneurs pour tout ce qui concerne la sécurité et la sûreté. Vous êtes donc l'interlocuteur parfait pour faire valoir le point de vue de l'opérateur et c'est donc à ce titre que nous vous avons invité. Je vous remercie sincèrement d'avoir répondu positivement à cette invitation qui va nous permettre de bénéficier de votre point de vue quant aux enjeux du trafic porteur et des contraintes logistiques qui sont liées. Je vous laisse la parole. Merci. D'abord, merci de m'avoir invité. Je suis très heureux de participer et d'amener un petit peu la vision de l'armateur. Il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites que je vais aborder d'une façon pragmatique vu de la compagnie maritime. J'ai préparé une présentation avec des vues que je vais partager. Bonjour à tous, Madame l'ambassadrice, messieurs. Je vais parler un petit peu de la chaîne logistique du container vue sous l'aspect safety, hein, puisque je suis responsable de la sécurité des navires en propriété du groupe CMA-CGM. Donc des porte-containers essentiellement, puisque nous n'avons pas d'autres types de navires, à part un ou deux ro-ro qui traînent. Je vais aborder la chaîne logistique par le début, c'est-à-dire notre client. Comme vous le savez, tous les transports de containers qui sont effectués aujourd'hui sont faits sur une base déclarative. Donc, il y a un manifeste, au bill of loading, qui est émis, et donc le shipper ou le client donc, met à l'intérieur de ce manifeste les marchandises qu'il va charger. Donc, c'est sur sa bonne déclaration, une fois que ces containers sont empotés, ils sont scellés, et donc on n'a pas accès, sauf pour des raisons de sécurité impérieuse ou de sûreté impérieuse, parce qu'il n'y a pas que l'incendie là-dedans, il peut y avoir des histoires de drogue, etc., ou de trafic. Nous n'ouvrons pas les containers pour des raisons juridiques. Donc, nous, on va s'apercevoir en fait que tous les problèmes que nous avons après découlent un peu de cet aspect-là, puisque sur la déclaration, on observe de nombreuses mises déclarations, de mauvaises déclarations, que ce soit en termes de quantité ou de qualité. Donc, ça peut être sur le type de marchandise. Alors, évidemment, ce qui vient à l'esprit tout de suite, c'est est-ce que c'est des dangereux ou pas. Donc, même la classification dans les dangereux n'est pas toujours très claire. Alors, soit le client le fait parce que, par manque de connaissances, parfois des réglementations, ça arrive assez souvent. Parfois, sciemment, pour des raisons commerciales, parce qu'évidemment, il est moins cher de payer un container non dangereux qu'un container dangereux. Et après aussi intervient la façon dont c'est rangé à l'intérieur du container. Le packaging, hein, qui est le terme employé, a son importance puisqu'il entraîne des mouvements peut-être à l'intérieur de la marchandise, à l'intérieur du container, pardon, avec des mouvements donc, qui peuvent entraîner des balourds divers et variés, surtout sur les containers qui sont situés dans les eaux. Le poids, donc tout le monde connaît la réglementation VGM. Donc effectivement, c'était un effort louable de pouvoir contrôler les poids avant embarquement du navire. Le problème, c'est que sur les deux types de déclarations possibles, il y en a une qui offre la possibilité d'une déclaration du chargeur, encore une fois. Et donc, c'est sur sa bonne déclaration qu'on considère le poids du container, qui n'est pas toujours pesé au terminal avant de monter à bord. Et donc là aussi, ça entraîne des différences de poids, et ce n'est pas toujours les gros poids qui nous embêtent, vu le volume et le gigantisme dont on a déjà parlé juste avant. Si un container peut faire 30 tonnes, ce n'est pas des écarts de 30 tonnes forcément qui nous intéressent, mais si on a 1 ou 2 tonnes d'écart sur 2 ou 3 000 containers qui sont sur les hauts, enfin au-dessus le pont,
vous faites le calcul, ça fait déjà quelques milliers de tonnes de différence. Donc tout ça, c'est un souci pour nous et qui est difficile à maîtriser et qui induit donc un risque et pour l'équipage et pour le navire. Alors évidemment, notre rôle un petit peu, c'est d'éduquer, je ne sais pas si le mot est peut-être un peu fort, mais d'éduquer nos clients sur les réglementations et sur ce qu'ils peuvent faire ou pas faire. Donc nous avons effectivement des listes de clients qui sont évidemment, la plupart des clients sont quand même honnêtes et jouent le jeu, bien sûr, mais on a toujours des clients qui nécessitent effectivement une remise un petit peu à plat de ce qu'ils peuvent faire ou pas. Le deuxième maillon, c'est le terminal. Donc le container, une fois qu'il arrive au terminal, il va être chargé sur le navire. Il est d'abord, donc il y a un plan sur le terminal qui correspond au plan qui va être mis en place sur le navire. Malheureusement, il arrive parfois qu'il y ait des différences entre ce plan final émis par le terminal et la situation réelle à bord. Donc, on s'en aperçoit dans la plupart des cas lors des rondes faites par nos équipages avant départ. Donc, quand c'est flagrant, quand il y a des containers à une place où ils ne devraient pas être, ou alors ils sont trop hauts et mettent en jeu la visibilité nautique, par exemple, pour répondre à la réglementation IMO. Pour le poids, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué. Si c'est vraiment flagrant, on arrive à le voir avec les mesures des tirants d'eau, tout bêtement, donc en revenant aux sources de la marine. Mais ce n'est pas toujours visible. Donc c'est un peu compliqué. Le deuxième point en ce qui concerne les terminaux, comme vous le savez, tout ce qui est lashing, donc saisissage à bord de nos navires, sont faits par des équipes de terre, donc des stevedores, donc qui ont une responsabilité sur la mise en place des containers à bord et des barres de saisissage notamment. Là aussi, c'est contrôlé avant départ. Donc évidemment, là, le gigantisme est aussi un paramètre parce que quand vous avez un 24 000 boîtes et donc vous avez je ne sais pas combien de baies et de tiers à vérifier, ça prend un certain temps pour l'équipage. Donc là, on décèle quelques anomalies qui sont rectifiées avant départ, la plupart du temps. Parfois, ce n'est pas le cas. Et des fois, c'est un peu plus pernicieux parce que les barres sont à poste, par exemple, mais elles ne sont pas serrées. Et ça, c'est extrêmement compliqué de le détecter quand vous faites une ronde à bord. Bon, voilà, donc ça, c'est le deuxième point. Et nous avons eu beaucoup de cas récemment, notamment sur les ports américains, où on a fait revenir les navires, puisque pour finir le contrôle, il est fait généralement avant départ, mais parfois il se poursuit pendant la manœuvre. On s'est aperçu de grosses différences. On a fait revenir les navires à bord et on a sommé le port de rectifier les erreurs qui avaient été faites. Donc évidemment, le risque pour le navire, là, c'est un risque nautique. Alors justement, donc j'en arrive au navire, donc l'équipage et le navire. Donc il y a un certain nombre de réglementations. Donc là, j'ai repris les 3 gros risques que je vois aujourd'hui à bord de nos navires. Alors le premier, et qui a été évoqué déjà, effectivement, c'est les feux cargo. Pour ce qui concerne la compagnie CMA-CGM, les plus grosses affaires que nous avons eues ces 3 dernières années concernent des feux qui sont partis de containers. Donc, il y a une réglementation sur les équipements à avoir à bord, la formation des équipages, etc. On essaie d'aller plus loin. Nous avons travaillé notamment avec la classe, avec BV, que je remercie ici. Je vous montrerai tout à l'heure, pour monter des notations de classe qui vont au-delà de la réglementation, qui pour nous aujourd'hui n'a pas suivi l'évolution du porte-container, notamment, encore une fois, sa taille et le nombre de conteneurs qu'on embarque et la qualité de la marchandise qu'on embarque. On modifie aussi nos standards New Building, puisqu'on construit aussi nos navires, pour intégrer ces notations de classe dès le départ. Parce qu'il est compliqué, par exemple, d'augmenter les capacités de lutte incendie avec des pompes supérieures pour monter plus haut, pour aller plus loin, etc. Si ce n'est pas fait à la construction du navire, c'est quasiment impossible de restructurer le navire. Ou alors ça va coûter le prix du navire, ce qui n'est évidemment pas défendable en termes commerciaux. L'entraînement des équipages, ça aussi c'est un gros sujet qui est un petit peu notre fil rouge de 2021. Nous allons essayer, nous avons déjà commencé d'ailleurs d'avoir des partenariats, notamment avec des institutions, je pense à la Marine nationale, pour avoir des trainings un peu plus complet à bord des bateaux. Alors évidemment, le Covid n'aide pas aujourd'hui,
pour embarquer des gangs à bord, mais c'est dans les cartons et on va essayer de mettre ça au point. On veut essayer d'augmenter le niveau de qualité de nos équipages pour avoir les meilleurs réflexes au début, parce que tout le monde sait bien que l'incendie s'éteint dans les premières minutes. Après, ça devient de plus en plus compliqué. L'autre point, c'est aussi les opérations, le suivi des opérations. Donc, c'est à la fois à bord et à la fois à terre. Donc, tous nos navires sont traqués. Quand je dis nos navires, je parle de nos navires opérés, c'est-à-dire les 200 navires du groupe, plus les 300, 350 navires affrétés qu'on a aujourd'hui. Donc, ils ne sont pas traqués juste pour faire du tracking et de la police. Ils sont traqués aussi pour optimiser les routes. Bon, évidemment pour des raisons commerciales en termes de consommation, mais pour des raisons de sécurité vis-à-vis de la météo, dont je reviendrai tout à l'heure, puisque l'hiver 2020-2021 a été assez compliquée en termes de météo, ce qui a sûrement une des raisons, j'imagine, des accidents qu'il y a eu récemment. Alors, par chance, pas CMA CGM, mais quand même. Donc, à bord, nous avons maintenant un loading, un software qui prend en compte effectivement tous les chargements du navire, en plus toutes les capacités du navire et qui est dynamique. C'est-à-dire, c'est une sorte de cargo securing manuel évolutif, donc qui prend en charge tous les paramètres du navire et qui donne à l'instant T toutes les forces exercées par le chargement sur le navire. Donc, les quatre grands axes de force évoqués par M. Rubin de Servins juste avant sont mesurés et calculés. Alors, avec peut-être des approximations mathématiques, je ne suis pas un expert sur le sujet, mais on en tient compte pour rectifier les chargements. Je mentionne Octopus, qui est un chargement, qui est un logiciel qui est à bord et qui, par un jeu de nombreux accéléromètres et des paramètres navires, calcule et essaie de prévenir justement les effets du roulis paramétrique. Donc ça, c'est un phénomène assez compliqué. Donc on a essayé de faire une aide au commandement là-dessus. Je vous montrerai une image juste après pour vous montrer un petit peu à quoi ça va. Évidemment, il y a l'aspect environnemental qui est mon troisième point. Là, évidemment, j'évoque la perte des containers. Donc je vais y revenir tout à l'heure. Nous, pour la CMA-CGM, pour donner quelques chiffres, nous avons perdu en 2018 137 containers avec le Washington, dont on a évoqué tout à l'heure le nom. En 2019, nous avons perdu un seul container. C'était une bonne année pour nous. Et 2020, on a perdu en un coup 50 containers à l'est de l'Australie. J'illustrerai ce cas tout à l'heure, notamment pour la recherche des containers, qui est effectivement un vrai challenge. Donc, pour reprendre mes 3 points, ça ne marche pas. Voilà. Le premier point, c'est l'incendie. Donc, c'était juste pour vous illustrer la notation de classe BV avec laquelle on a travaillé pendant plusieurs mois, suite à différents accidents qu'on a eu à bord, et puis les retours d'expérience d'autres armateurs. Hein. Je pense à l'accident grave qui a eu lieu sur le MSC Onam, où il y a eu des pertes à l'équipage. Donc voilà, donc vous pouvez voir que en fait le standard porte sur différentes choses. Un, sur les équipements individuels des marins à bord, donc les respiratoires, etc. Des équipements fixes qui sont sur le bateau, donc sur les lashing bridge ou sur les emménagements, comme les canons à eau par exemple. Sur la ventilation, parce qu'on essaie aussi de gérer la fumée dans les accommodations, afin de protéger l'équipage et de pouvoir durer un petit peu dans le temps. Et surtout aussi la détection. Ce qui nous intéresse, nous, c'est pouvoir lutter efficacement. Il faut qu'on puisse détecter le plus tôt possible. Et détecter un feu de départ en cale, quand vous avez des centaines et des milliers de containers, ce n'est pas évident de localiser précisément quel container est entré en feu. Mon deuxième point, c'est l'optimisation des opérations. Donc, nous avons un Fleet Navigation Center, hein, comme toutes les grosses compagnies, j'imagine, que vous voyez donc à droite, en haut, donc qui traque tous nos navires, donc avec évidemment les positions, etc., mais aussi la météo. Et je vous ai illustré, par exemple, sur l'image du bas, une route d'un navire qui faisait donc une transatlantique,
que nous avons modifié sa route vers le nord, à 90 degrés, comme vous pouvez le voir sur l'image, afin d'éviter justement une zone de turbulence qui nous paraissait dangereuse en termes de roulis. Alors, roulis paramétriques ou pas, enfin de mouvement de navire, globalement. Nous avons un autre cas récemment, là en février, il y a le Maersk Essen qui a perdu 750 containers dans le Pacifique. Au même moment, on avait un navire qui a fait exactement la même trajectoire, mais que notre centre a fait passer environ 200 nautiques plus sud, et nous n'avons rien perdu. Donc je ne sais pas si c'est une cause à effet, mais le tracking et le routage météo, à mon avis, est une clé essentielle pour prévoir et prévenir la perte de containers, mais pas que la perte de containers, les containers également qui s'écrasent à bord. Parce qu'on a aussi parfois des containers, on en parle un peu moins, mais des accidents où on ne perd pas forcément de containers, mais on a une pile ou des containers qui se sont écrasés. Voilà. Autre point que je voulais évoquer, c'est tout ce qui est équipement de la Chine et le cargo sécurité manuel. Donc, c'est un document qui fixe des chargements type à bord. Et c'est justement ça son principal défaut, et je pense qu'il faudrait voir un petit peu cette affaire-là, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui avoir ce document comme preuve unique document de référence. Comme c'est dynamique et il y a plein de configurations possibles à bord, le cargo sécurité manuel ne fait que des cas types. J'avais eu cette discussion avec le MAIB suite au Washington et on était arrivé à la conclusion qu'effectivement, il faut absolument qu'on ait des logiciels qui remplacent ça, qui soient certifiés, validés, etc., par des tiers parties, par des classes, pour pouvoir gérer tous les cas de chargement possibles à bord. Aujourd'hui, le cargo sécurité manuel ne couvre pas tout. Et évidemment, il faut qu'on puisse agir 24/7. Voilà. Mon troisième point, ça sera l'environnement. Donc, je vous ai mis une vue un petit peu de toutes les options possibles aujourd'hui sur nos navires, ce qu'on appelle le programme GridShip chez CMA-CGM. Donc, ça concerne effectivement les formes de carène, les bulbes, les revêtements de carène également, l'anti-fouling, la pollution dans les airs. Donc, évidemment, je pense au LNG pour CMA-CGM qui s'est engagé dans cette voie. Mais ça peut être aussi des scrubbers, qui sont des équipements de nettoyage des fumées, on va dire. Même sur les containers, avec des containers avec un acier moins épais, donc pour économiser un petit peu le métal, des planchers en bambou, etc., des connexions terrestres, optimiser les propulsions avec les hélices et les safrans. Voilà, donc tout ça, c'est un certain nombre d'équipements qui aujourd'hui font partie du standard, et nos navires, pas que CMA-CGM, les grosses compagnies, généralement ont des standards équivalents pour avoir des navires plus propres et donc limiter les conséquences environnementales en cas d'accident. Juste un petit mot pour le LNG, pour illustrer. Donc là, vous avez le CMA-CGM Chac-Saldé, qui est le premier 23 000 LNG. Donc l'objectif, évidemment, est de réduire le CO2, les gaz à effet de serre, le sulfure, les particules lourdes et les NOx en partie également. Donc les risques, le premier risque, le feu, je reviens un petit peu dessus, donc la mauvaise déclaration. Donc il y a le code IMDG qui doit être respecté, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Il y a certains clients qui ne comprennent pas forcément l'esprit de ce code-là. Donc c'est à nous de faire un petit peu de pédagogie sur le sujet. Le feu qui se déclare on deck ou en cale, la problématique est forcément un petit peu différente puisque les moyens d'intervention ne sont pas les mêmes. Il faut savoir qu'en cale, le principe, c'est de ne pas faire intervenir de gens pour éviter de mettre en péril les équipes du bord. Donc on se fie à des systèmes fixes. Le CO2, qui, à mon avis, a aujourd'hui atteint ses limites, c'est compliqué vis-à-vis de la taille des cales, l'étanchéité des cales et la répartition du gaz à l'intérieur des cales avec les containers. Donc on se tourne vers des choses plus type brouillard ou vapeur d'eau. L'entraînement du personnel, évidemment. Et un point qui nous tracasse aussi, c'est la notion de port-refuge. Parce qu'effectivement, l'équipage va durer en gros, pour intervenir les premières minutes. Si ça devient très compliqué, on aura besoin d'aide extérieure. Et à la fin, il nous faudra de toute façon un port-refuge pour soit le sinistre est réglé donc pour déblayer, etc., ranger tout ça,
soit tout n'est pas réglé et il va falloir une aide très lourde de la part de la Terre. Et là, je jette la balle un petit peu plutôt aux organisations étatiques pour les notions de port-refuge qui existent déjà, bien évidemment, et pour qu'on soit accueillis dans des ports adaptés. Et là encore, le gigantisme a son importance puisque les navires concernés sont parfois extrêmement longs, puisque c'est des 400 mètres, presque 60 mètres de large, donc on ne peut pas aller dans n'importe quel port. Voilà. Le deuxième risque, c'est effectivement tout ce qui est poids et mauvaise déclaration. Donc ça engendre des chutes de containers, soit à bord, soit à la mer. Je vous cite un exemple en bas à droite sur l'image. Quand on se transporte par exemple des blocs de marbre, au lieu sur un container qui est normalement prévu pour une trentaine de tonnes, on a pesé des containers qui allaient au-delà de 45 tonnes, on a même pesé un à 60 tonnes, sachant que le fond a fini par rester sur le quai. La qualité des lashing bars et twist lock, donc il y a eu des évolutions au courant des années, mais sur le principe, ça n'a pas changé. Les bateaux sont de plus en plus grands, on a de plus en plus de containers. Alors évidemment, on a adapté avec des lashing bridge qui montent les points d'appui par rapport au pont, par exemple. Cela dit, sur 14 étages sur le pont, les lashing bridge en couvrent jusque 8, et après, on tient sur les twist locks. C'est rarement les twist locks qui lâchent d'ailleurs, donc c'est du matériel qui est certifié bien évidemment et généralement robuste. Le cargo security manual, j'en ai parlé. Je fais un petit focus sur la perte de containers. Effectivement, si on ramène le nombre de containers perdus par rapport au nombre de containers transportés, mais on l'a évoqué tout à l'heure, on arrive à un index de sécurité de 5-10 puissance -6. Donc ce n'est pas non plus un chiffre très, très important en termes de risque. Et il y a sûrement d'autres industries qui ont des risques plus importants. Cela dit, chaque container perdu, c'est une pollution, donc ce n'est pas admissible. Il y a très peu de navires qui sont concernés par an, finalement, par rapport au nombre de porte-containers qui naviguent. Voilà. Nous, au CMA-CGM, on en a, à part 2019, qui était une bonne année, on en a en gros un cas par an. Donc en 2020, c'était en mai, on a perdu 50 containers. Voilà. Les efforts qu'on a fait là-dessus, ce qu'on en a tiré, c'est le routing météo. Nous, c'est notre point principal sur lequel on travaille, avec les softwares qui est à bord d'aide au commandement, donc le logiciel de chargement, bien sûr, et aussi les logiciels de prédiction des mouvements du navire type Octopus. Je vous fais juste une petite vision. Donc, c'est le cas dont je vous parlais. Nous sommes à l'est de l'Australie. C'est un 6000 TU, donc c'est un gros bateau, mais ce n'est pas un de nos plus gros bateaux, qui a été, il y a eu une erreur de routing, on va dire, une mauvaise appréciation de la météo. Il est arrivé dans la zone rouge qu'on voit au milieu, là, voilà, avec des vents de 45 nœuds, 8 mètres de creux, etc. Donc, on a perdu 50 containers et je vous ai mis une vue ici de Octopus, qui est ici. Donc, le bateau est au milieu avec sa route et les zones rouges, en fait, zones rouges, orange, etc., montrent les dangers du mouvement du navire qui tient en compte les conditions du navire, donc son fuel, les capacités qu'il aborde, son chargement, et puis l'état de la mer. Donc, vous voyez qu'ici, il n'était pas franchement en zone rouge, vu la route qu'il avait et la situation où il était. Je vais faire un petit focus sur les containers qu'on a perdus. On a perdu 50 containers et vous évoquiez tout à l'heure la récupération des containers. Donc, on a obligation effectivement de récupérer les containers. Donc, avec les autorités australiennes, nous avons utilisé un système de prédiction de dérive des containers. Donc, vous voyez, c'est les petits points qui vont de jaune à bleu. Sachant que sur les 50 containers qu'on a perdus, on en a récupéré 25. Ces 25-là, soit ont flotté suffisamment de temps pour être remorqués, soit se sont échoués sur les plages. Les 25 autres ont coulé et ont fait l'objet d'une recherche sous-marine avec l'aide de 2 navires, dont un avec un sonar multifaisceau. Donc vous voyez des images type échographie, si j'ose dire, à droite. Et nous n'avons retrouvé aucun container coulé. Donc sur les 25 qui ont coulé, on n'a retrouvé aucun, sachant qu'il y a eu des débris qui ont été retrouvés, ce qui prouve aussi que certains containers qui tombent à l'eau
en fait, sont disloqués par la mer et ne restent pas forcément intacts. Un autre point que je voulais soulever aussi, les containers qu'on perd souvent sont sur les bords, bien sûr, et dans les hauts. Or, ces containers-là, pour des raisons de stabilité, sont souvent des vides. Les 3/4 des containers qu'on n'a pas retrouvés, ce sont des containers vides, qui ont dû finir par couler plein d'eau, ou disloqués. Voilà, j'en ai fini à peu près dans mes horaires impartis. Donc voilà, donc c'était juste pour illustrer un petit peu tout ce qui a été dit avant et nos contraintes en termes de compagnie.